téléspectateurs et bienvenue dans... Oh, mais quel entrain! Bienvenue dans la seule émission qui revient sur 50 ans et plus de geek et pop culture, c'est important de le préciser. Avant de vous présenter l'invité qui va passer une heure avec nous, une heure de folie, de charme... Oui, c'est de moi que je parle. Je vais vous présenter l'équipe de choc qui m'entoure autour de la table des chroniqueurs. Il a piqué la coiffure de tous les jeunes UMP de Neuilly-sur-Seine, Monsieur Joe Hume, notre expert série télé. Il rêve un jour d'être le président de la République, d'une république anarchiste, notre expert en cinéma, Monsieur Rurik Salé. On lui a proposé la mairie de Marseille, mais elle a répondu « Mais non, ça peut pas rentrer dans mon appartement ». Carole Quinten, notre spécialiste manga. Allez, il est temps de vous présenter mon invité. Kayane, rejoins-nous s'il te plaît. Il n'y a pas eu autant d'applaudissements pour les invités masculins, je le précise quand même. Oh, je suis très honorée alors. Tu vas passer quand même une heure avec nous, avec cette bande de grands malades. Ouais, j'ai été briefée, Donc j'ai eu un accueil formidable, donc là c'est bon, je suis... Il est encore temps de partir, mais tu auras à peu près 20 secondes le temps du sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez la série joliment macabre Six Feet Under, le jeu de rôle Deadlands Reloaded, la définition de MMORPG revue par Sébastien Lacheret. Carole nous parlera de H3 School et Baptiste s'attaquera à une nouvelle ineptie scientifique, une enquête sur Doctor Who première et deuxième génération. Fred et Seb, la team du joueur du grenier qui reviennent pour un nouvel épisode de Rétro TV, bien évidemment. Rurik qui revient sur le film Kill List et pour finir, la sempiternelle Shopping List. Kayane, je suis ravi de t'accueillir sur ce plateau. Premier tournoi de jeux vidéo à 9 ans, à 12 ans tu es dans l'équipe de France. Exactement. Féminine, masculine, tout confondu. Mixte. Oh, écoute, bien mieux. 9e à Las Vegas en 2009, championne du monde de Super Street Fighter 4 en 2010. Elle rentre dans le Guinness Book des records en 2012. Et ça c'est beau. Tu veux dire que tu as battu les Japonais? Et c'est là que tu dis normalement, mais on peut pas rentrer dans elle. Pas mal. Kayane, que je t'explique un petit peu le principe, mes petits camarades auront 6 minutes au fil de l'émission pour te donner envie de plonger ou replonger dans l'œuvre qu'ils vont te présenter. Ou de l'éviter. Ou de l'éviter. Voilà. Je ne veux pas de favoritisme avec Carole, c'est interdit. J'ai vu déjà les couvertures des mangas, je ne sais pas comment je vais résister. Et bien voilà un vrai bon public, quelqu'un qui connaît un petit peu, voilà, qui s'adapte. Par contre, en fin d'émission, je te demanderai de voter, bien évidemment, donc... À droite, de préférence. Voilà. Et on commence sans plus tarder par Six Feet Under. Alors, Six Feet Under, effectivement, l'une des séries les plus brillantes, mais en même temps les plus glauques de l'histoire de la télé, je pense, juste après Twin Peaks. Six Feet Under, une série créée en 2001 par Alan Ball pour la chaîne HBO, diffusée en France sur Canal Jimmy, puis sur Canal+, Alan Balls, bien entendu, ainsi que sur France 2. On regarde tout de suite un petit extrait. Mathieu Saint-Patrick, un mec très sympathique. Rurik, tu disais pendant le générique, je me souvenais même plus qu'il y avait Michael C. Hall, effectivement, avant de jouer Dexter. Il joue l'un des personnages principaux de Six Feet Under. Donc revenons sur Alan Ball, le créateur. À la fin de l'année 2000, Alan Ball, c'est un peu le chef du monde, puisqu'il est Golden Globisé, Oscarisé pour son scénario roublard du film American Beauty, qui à mon avis est un film un peu surestimé, mais qui lui a permis en tout cas, lui, d'avoir les mains libres pour créer sa propre série. Alan Ball est un petit peu traumatisé par le décès récent de sa sœur. Ça lui inspire en fait cette série Six Feet Under, toutes les réflexions qu'il a tirées du décès de sa sœur. Il a décidé de les mettre à profit pour une œuvre de série, et il va créer Six Feet Under. Alors Six Feet Under, c'est une saga familiale, c'est la saga de la famille Fisher. Les Fisher gèrent une entreprise de pompes funèbres. Donc tout de suite ça te place un petit peu, ça te met dans le bain, dans leur grande maison de Los Angeles. D'ailleurs on dit que si tu viens te faire embaumer chez les Fisher, ils te font un Fisher Price. Donc dès le pilote de la série, je demande juste au public, ça mériterait pas une petite paire de chaussons? Non, pas tout de suite, attendez, laissez-moi m'exprimer. J'ai perdu une minute sur
En fait, tu dois porter ces horreurs quand tu fais une vanne pourrie sur ce plateau. Oh, Vas-y, bon, tu vas faire allez, ta vite, chronique avec vite, ça. parce que je veux vous parler de ma série. Moi, je l'ai kiffé ta vanne. C'est gentil, Ils ont voilà, rien compris. merci. Alors, je vous parle de Six Feet Under parce que sinon je vais jamais avoir le temps. Donc c'est une chronique familiale, on y suit le destin de la famille Fisher. Dès l'épisode pilote, je ne vous spoil rien, le patriarche, le père de famille, décède. C'est ce qui va donner le point de départ de la série. Et donc on va suivre le destin surtout de Nate et de David, dont David qui est interprété par Michael C. Hall, qui sont les deux fils de la famille Fisher et qui vont devoir reprendre l'entreprise familiale, sachant que David, interprété par Michael C. Hall, a toujours mis toute son énergie à reprendre l'entreprise familiale. En revanche, Nate, lui, ça le fait chier royalement, il n'a pas spécialement envie de s'y mettre, mais par la force des choses, pour soutenir sa mère, qui se retrouve maintenant seule, il va réintégrer la maison familiale et reprendre avec son frère les rênes de la famille. On suit également le destin de la petite sœur, Claire Fisher, qui elle est encore une adolescente, elle est étudiante, elle essaye de se faire sa place au milieu de cette famille et le père vient de partir, donc ça redistribue toutes les cartes dès le pilote de la série. Six Feet Under, c'est une série qui traite de sujets assez matures et assez effectivement sombres pour une série télé. En même temps, c'est la chaîne HBO qui est déjà réputée pour avoir des séries qui rentrent un petit peu dans l'art. Ça parle de la maladie, ça parle de la sexualité, puisque hétéro ainsi qu'homosexuel, puisque le personnage interprété par Michael C. Hall, qui a été nominé et Golden Globisé également pour son rôle dans Six Feet Under, interprète un homosexuel au départ de la série un petit peu refoulé et puis qui petit à petit va vraiment s'épanouir au fil des épisodes. Il y a une tradition qui est instaurée dès le premier épisode avec le décès du père, c'est que chaque épisode de Six Feet Under commence par un décès. Et c'est très bien foutu. Et c'est ça qui est très très bien foutu, c'est-à-dire que entre la première et la 5e saison, on découvre 63 façons de mourir, de la plus tragique à la plus débile. C'est-à-dire que parfois, t'en as qui sont vraiment en 5 minutes, ils arrivent limite à te faire chialer parce qu'il y a des choses vraiment tragiques qui se déroulent en 5 minutes d'intro, et parfois il y a des morts complètement débiles, et d'autres qui sont assez énigmatiques. Par exemple, on retrouve Josh Radnor, qui est l'acteur qui incarne Ted Mosby dans Six Feet Under, qu'on retrouve décomposé dans sa voiture 25 ans après sa mort. Alors on se dit, s'il est décomposé, comment on peut voir que c'est Ted Mosby de Six Feet Under? Il doit avoir autant de charisme que dans How I Met Your Mother. Et non, parce que oui, il a une belle moustache des années 70. Pourquoi? Tout simplement parce que l'un des autres fils conducteurs de cette série, ce sont les morts qui parlent. C'est-à-dire que la famille Fisher voit apparaître à leur côté les personnes qui sont décédées et dont ils doivent s'occuper des funérailles. Et généralement, c'est pendant ces scènes-là, lorsque les morts réapparaissent, seuls les Fisher les voient. C'est là que sont échangées des considérations sur la vie, sur la mort. Les personnes qui sont décédées, justement, revoient un petit peu, reviennent sur leur vie et disent « Ah là, ça, peut-être que j'ai déconné, j'aurais peut-être pas dû faire ça ». Et ça va orienter la manière dont les Fisher, eux, vont évoluer dans leur cellule familiale, avec leurs amis. Leur parlent. Ça n'est jamais expliqué. C'est une malédiction, c'est une famille maudite. Même pas vraiment, parce qu'en fait, ils n'en parlent jamais vraiment entre eux. On a l'impression que c'est quelque chose qui est imposé comme... voilà, c'est une convention qui est imposée, c'est un parti pris dès le début de la série. On te dit pas que c'est un élément fantastique, on te l'explique jamais. Yannick, tu connaissais la série? Non, je connaissais pas du tout, mais là, ça donne... c'est vraiment une série avec évidemment beaucoup d'humour noir. Tremble, Carole. Le point n'est pas encore attribué. Pourquoi toujours moi? Moi, je pense que je vous fascine. Il me reste 30 secondes, c'est ça? Même pas 30 secondes. Bon, alors la série aura effectivement été un grand tout de succès. suite, la rubrique de Stéphane Gallo, jeu de rôle, jeu de plateau. Mais non, ça t'a la coupe. Regardez Six Feet Under, c'est mortel. Enterré. Bienvenue dans votre parenthèse ludique. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter un jeu original et ultra punchy, Deadlands Reloaded. Créé en 1996, le jeu propose un univers original mêlant western, horreur, magie, ambiance pulp et mystère. Pour reprendre l'expression d'un ami, c'est l'enfant bâtard de Sergio Leone et d'Howard Philip Lovecraft. On ajoute également un petit peu au tout un zeste de Solomon Kane, juste histoire de mettre une pointe de fun et de fureur. En fait, dans l'Ouest étrange, les morts se relèvent, la guerre de sécession n'a jamais vraiment pris fin et les chamans indiens ont de véritables pouvoirs. Si vous aimez les mystères de l'Ouest, le manhwa priest, le comics High Moon, si vous aimez tout ça, vous allez vous régaler. Nous rejoignons les joueurs alors qu'ils commencent une partie. Comme dans tous les jeux de rôle, les joueurs incarnent ici des personnages fictifs. De l'autre côté de la table, le meneur de jeu fait avancer l'histoire en fonction des actions des joueurs. Il est l'arbitre du jeu, le narrateur, et tient le rôle de tous les personnages croisés par les joueurs. John et Leslie incarnent respectivement un shérif itinérant en quête de vengeance et un joueur professionnel adepte de la magie, de ceux que l'on appelle les X-Lingers ou encore les sortilégos. Anthony est maître de jeu.
Renseignement pris, il confirme que le personnage de John, le shérif, ignore que son acolyte est recherché par les forces de l'ordre. Les deux viennent d'être engagés par une compagnie de chemin de fer pour espionner sa concurrence à bord d'un récent prototype. Le scénario promet un paquet de tiroirs. Tout joli et bien construit qu'était le scénario du maître de jeu, celui-ci a volé en éclats quand les deux joueurs ont décidé de descendre du train à mi-chemin. John pour échapper à des poursuivants, Leslie parce qu'un nom de village lui disait quelque chose. Bref, Anthony est en impro total depuis tout à l'heure, et franchement, il assure grave. Les PJ suivent actuellement une piste à propos des meurtriers que traque le shérif. Mais ça y est, le maître de jeu jette l'éponge, alors que les personnages posent un camp à la nuit tombée, il décide de demander un interlude pour gagner du temps. Chaque joueur doit tirer une carte et inventer une histoire vécue par son personnage. Selon la carte tirée, l'histoire doit être heureuse ou tragique, parler d'amour ou de trahison, d'ambition, etc. Leslie tire la première. Pique, ce sera une histoire de victoire. Cette méthode constitue un excellent moyen pour développer son personnage, lui apporter du fond, de la complexité, de la profondeur. C'est aussi un très bon moyen pour gagner un jeton, un moyen à ne manquer sous aucun prétexte. Petite particularité de Deadlands, il se joue avec un système intitulé Savage World, très joué et très apprécié outre-Atlantique, où il motorise des dizaines de jeux très différents. L'originalité du système tient au fait qu'il emploie tous les types de dés, à 4 faces, 6 faces, 8 faces, 10, 12 et 20 faces, ainsi que des jetons et des cartes de poker. Les bases du jeu restent cependant très simples, puisque dans tous les cas, et quelle que soit la taille du dé, l'objectif est toujours de faire 4 ou plus. Là, par exemple, Leslie baratine un barman dans un saloon pour obtenir des informations. Le maître de jeu signale que le ton monte. John indique que son personnage se retourne pour surveiller la salle et essaye d'avoir l'air intimidant, mettant bien en valeur son colt, pour que personne ne joue les cow-boys. Comme il a de l'expérience dans le domaine, c'est quand même à peu près la moitié du travail de shérif, il lance un dé à 12 faces, plus son dé de joker. Et c'est raté. John dépense un jeton blanc pour refaire son jet. 7. Cette fois, c'est réussi. La salle entière se tient à carreau, figée d'appréhension. Bon, les choses ont fini par dégénérer. Leslie a retrouvé la trace d'un ancien compagnon de crime, de ceux qui pourraient avoir des informations sur les pourris que poursuit le shérif. Malheureusement, celui-ci a pris la poudre d'escampette en voyant arriver nos héros. Dans sa fuite, l'idiot a même pensé qu'un campement indien serait un bon moyen de semer ses poursuivants. Et voici nos deux héros et leur indique de premier choix, attachés à un poteau et prisonniers d'une tribu de braves. Comment vont-ils s'en tirer ? Après une négociation ratée et une évasion spectaculaire, un coup de poing puis tout nu sur des chevaux volés, John a retrouvé le renégat, toujours employé comme porte-flingue, et l'a défié en duel. Pas un bruit dans la grande rue. Regard serré entre le maître de jeu et John, Leslie distribue à chacun sa main. Le premier qui obtiendra une combinaison de poker pourra faire feu. Pour le moment, les deux se jaugent du regard. Réplique cinglante. Pendant ce temps, Leslie commence à poser les 3 premières cartes du flop. Il y a une paire dans le flop, mais pas de mouvement de la part des joueurs. Une nouvelle carte est brûlée, une nouvelle carte est révélée. John crie feu et fait son jet de tir. Il révèle sa main et il présente un full. Son adversaire, de son côté, lui, n'a qu'une paire. Il tente un jet de tir tout de même, mais qu'il réussit à peine. Il sonne seulement le shérif, puis s'effondre terrassé. Plus tard, en fouillant ses poches, Leslie trouvera des indices expliquant pourquoi il a participé au massacre de Longa et quelle ignoble horreur a été réveillée au cœur d'un rituel ancien. La route s'annonce encore longue et mouvementée pour nos cow-boys. Ce qui est très ennuyeux avec les chroniqueurs que nous avons punis en les mettant dans des chroniques extérieures, c'est que quand ils sont en plateau, ils trouvent que mes lancements sont tout pourris. Donc, Sébastien Lacheret, le dictionnaire, j'adore le dictionnaire, et tout de suite, il revient sur le terme MMORPG que j'appelle toujours BURG. Halloween et bienvenue dans ce dictionnaire sur les MMORPG. Non, je déconne, c'est pour rire, Alors, MMORPG est l'acronyme de Massively Multiplayer Online Role Playing Game. C'est donc un jeu de rôle en ligne massivement multiplayer. Généralement, le MMORPG est un jeu de stratégie dans lequel vous devez faire progresser votre personnage via des quêtes que vous pouvez effectuer seul ou en groupe. Le monde d'un MMORPG est hébergé sur un ou plusieurs serveurs et peut accueillir plusieurs millions de joueurs partout dans le monde. Bon, bien sûr, pas tous en même temps au même endroit du jeu, parce que déjà une partie à 4, faut avoir l'esprit vif, alors à plusieurs
millions, Le monde d'un MMORPG est dit persistant, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous déconnectez, il continue d'évoluer sans vous. Et encore heureux, vous imaginez, vous faites une pause, vous allez aux toilettes et il y a 3 millions de joueurs qui attendent que vous tiriez la chasse. En 1991 sort le premier jeu de rôle en ligne réellement massivement multijoueur, Neverwinter Nights, basé sur le célèbre jeu de plateau Donjons et Dragons. 6 ans plus tard, en 1997, Neverwinter Nights aura réuni pas loin de 115 000 joueurs dans son monde virtuel. En 2004 sort World of Warcraft, dit WoW pour les intimes, qui reste à ce jour le MMORPG le plus joué au monde avec 10 millions de joueurs à son actif. Bon, dans un MMORPG on fait quoi? Bah selon les jeux, ce que vous voulez, ou presque. Tout d'abord, vous créez un ou plusieurs avatars, ces personnages virtuels que vous façonnez comme bon vous semble. Son sexe, sa race, sa classe, son style. Ensuite, votre mode de jeu. Et bam, vous partez à l'aventure. Vous choisissez votre quête, vous vous faites des amis ou pas, etc. L'inconvénient du MMORPG par rapport aux autres types de jeux, c'est qu'il est très addictif à forte dose. Il peut même vous désociabiliser en pétant les liens avec vos amis réels ou votre famille, voire même vous pousser au suicide collectif par gobage de nichons en silicone. L'avantage du MMORPG par rapport aux autres types de jeux, c'est qu'à forte dose, il est très addictif et peut même vous sociabiliser en créant des liens avec vos amis virtuels, voire même vous les faire rencontrer pour boire un verre ensemble ou gober des nichons en silicone. Voilà pour cette définition rapide des meuporgs. Je vous invite à... Incroyable. Franchement, dingue. Carole va-t-elle réussir à faire de sa meilleure amie une très mauvaise amie, puisqu'elle ne votera pas pour elle à la fin? Tout de suite, réponse. C'est quoi cette pression de ouf? L'impression, qui te met un petit peu la pression. Mais heureusement que tu es là, ma petite Kayane, parce que je sais que tu adores les mangas. Et puis c'est bien d'avoir une présence féminine sur le plateau, puisque je vais parler d'un manga totalement féminin. Pourtant, logiquement, je suis là. 3. C'est vrai que tu es un de mes rares soutiens. Je sais que Rurik m'embête tout le temps. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga donc totalement féminin pour les filles et pour les garçons manqués, puisque je vais vous parler de H3 School. Et oui, pour les garçons manqués, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi. Voilà, donc on peut voir quelques images, peut-être lancer quelques images. Donc c'est un manga écrit et dessiné par Ri Takada. Donc il a été publié entre 2003 et 2005. Un manga assez court, en 5 volumes, qui malheureusement n'a pas été adapté en télé. Attention, no comment. Pourquoi ça, on le sait pas, parce que c'est vraiment un manga qui gagne à être connu. Donc je vais vous en passer déjà quelques-uns. Tu te tais, hop là, voilà. Je prends tout ce que tu donc c'est un vrai shoujo, donc un vrai manga pour les filles, mais aussi pour les garçons manqués. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'Anabi qui veut dire belle fleur. C'est un vrai garçon manqué, c'est un petit peu la meneuse de la bande. Et puis un jour, on va leur annoncer, ça débute comme ça, que leur lycée va fusionner avec un collège de garçons. Donc là, c'est un petit peu la panique. Là, ils font cette tête-là. J'adore justement, Takada Tsunsua adore faire des petits dessins comme ça, donc le côté un petit peu kawaii de la chose. Et donc les lycées vont fusionner. Et donc Anabi, ça lui plaît pas trop, mais elle a énormément de caractère. Dès le départ, dans le tome 1, on voit qu'elle va choper un mec qui est en train de prendre des photos avec un portable sous les jupes des filles. Donc elle est très... C'était Ruriku. Oui, c'est ça. C'était toi, voilà, justement. Ruriku le croquant. Et donc elle va tout de suite s'imposer comme la menace. Qu'est-ce que tu as fait? Attention. Mais putain, c'est lui qui veut me déconner. Je prenais pour tout le monde. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tout de suite tomber un petit peu sous le charme d'un des garçons du lycée. Comme toi. Voilà, un très beau garçon, mais qui s'intéresse pas du tout aux filles. Il est vice-président donc du les garçons. Mais il s'intéresse à quoi? Il s'intéresse au surf. C'est un Merci, garçon. public. Il s'intéresse au surf, donc il fait que du surf. Il s'en fout, il aime pas les filles. Il a grandi que dans des collèges et des lycées de garçons. Mais il est gay ou il est pas gay? Il est pas gay du tout. Il y a pas de gay dans H3 School. Parce que ça sous-entendait vachement ça en fait. Non, du tout. Mais il aime pas les filles. Il a pas envie de se prendre la tête. Alors elle, ça l'énerve un peu. T'es sûr et certain qu'il n'y a pas de gay? Non. Je montre quand même. Ça peut prêter à confusion, mais d'autant qu'il y a écrit Chus avec un petit cœur. Non, ça peut prêter à confusion, mais pas d'homosexualité dans H3 School. D'accord, très bien. Donc elle va tout faire pour le draguer. Finalement, c'est lui qui va tomber amoureux d'elle, et donc ça va nous mener à tout un tas de petites situations sympathiques. C'est presque tout de suite. T'as rien perdu. Alors son principal souci à
à Hanabi, c'est un peu comme toi et moi, Kayane, c'est que ses cheveux partent tout le temps, qui ont un petit peu trop de volume, donc elle cherche tout le temps à se les raidir et ça va être assez marrant parce que par exemple, pour son premier rendez-vous, donc avec son chéri, ils partent à la... Non, mais c'est un truc de ouf. Elle va aussi chercher à le raidir. Ils vont dans une fête foraine, donc elle se retrouve dans les manèges, forcément ça la décoiffe. Donc elle C'est le mec qui a créé Six Feet Under. Donc elle essaie de se j'ai un recoiffer, épi, mais c'est 46 pages. c'est hyper marrant, vraiment c'est hyper Je marrant. précise quand même Et c'est- qu'on va encore se faire incendier en disant vous ne respectez pas les mangas. Chaque fois qu'on pitch un manga, vous vrai foutez qu'à de leur chaque gueule. fois que je On est des fais sales une gosses. chronique manga, tu t'arrêtes pas de m'embêter et franchement je suis un petit peu vexée donc je décide de quitter ce plateau. Non, elle reste. Je lui dis rien. En attendant, c'est un manga qui se lit très facilement, beaucoup d'humour, c'est dynamique et qui gagne à être connu. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été adapté C'est récent, c'est... à la télé. Alors 2006. D'accord, ok, ouais. Toi, tu le connais. Pour que ce soit Je ne adapté connaissais maintenant, pas. quoi. Ah non, il y aura Moi, les derniers certainement mangas, pas d'adaptation. c'était Fritz Basket, Nana, et en fait, Oh, Nana, Fritz ça s'est arrêté. Fruits Basket, c'était génial. Une dernière petite info. Dernière petite info, non, pas du tout. Pourquoi faire hein Moi, je suis pas venue pour bosser, je te le dis. Je suis juste venue pour dire que j'adorais H3 School. Voilà, les filles, si vous voulez une histoire marrante, une histoire d'amour avec plein de situations marrantes, et l'histoire d'une nana qui en a, et ben voilà, je vous Mais conseille moi, du coup, H3 je School. peux placer la conclusion de ma chronique d'avance, tu veux, parce que j'avais pas le temps. Donc, Pas du tout. S'il reste du temps... À la fin de cet épisode, ils font l'amour ensemble et ça me plaît beaucoup. Ah oui, Ah, ils des petites rougissent. scènes un petit peu coquines Allez, c'est mignon. également. On reste dans un mignon, c'est univers de mignon. Nana avec Baptiste Ça peut être Poulain. très C'est 1m93, c'est 107 kilos. Tout de suite, science-fiction. Bernard Farcy. Ah oui, je vous avais pas vu. Bon, moi, il y a un truc qui me vénère, mais vraiment méchant, quoi. C'est dans tous les films où il y a des fous de la gâchette, les gens, ils se protègent avec des portes de frigo, des tables de comptoir, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Vous savez quoi? C'est juste pas possible. Démonstration. Là, vous voyez, c'est de la mousse. Ça passe au travers. Et ben les balles, c'est pareil, ça passe au travers. Non, parce que là, si ça passe au travers, et ben une balle passera au travers d'une porte de frigo, par exemple. Ah bon, ils se prennent pour qui, tous ces réals là? Moi, j'en ai ras-le-bol. Je vais les appeler, je vais leur expliquer tout ça, moi. Bonjour, merci de ne pas quitter. Nous allons prendre votre appel. Bon, en attendant, je vais vous expliquer un peu pourquoi ces gars, ils sont complètement buggés de la disquette. Une porte de réfrigérateur, c'est super simple. C'est 2 feuilles d'alu coincant de la mousse thermique. Enfin, c'est tout, c'est une porte, quoi. Parce que, résolument, une porte de réfrigérateur, c'est censé garder le frais à l'intérieur et le chaud à l'extérieur. Si c'est fin comme ça et que vous pouvez l'ouvrir, c'est bien parce qu'elle fait pas 3 mètres d'épaisseur. Vous imaginez un peu, vous, ouvrir une porte de réfrigérateur, un peu comme si vous ouvriez le pont-levis d'un château? Ouais, enfin, c'est toujours la même chose. Ah, gna, 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 je suis le méchant retraité de la guerre, j'ai des super balles. Enfin, faut être complètement idiot, le mec, il est militaire, il a accès donc forcément à un surplus militaire, il peut faire plein de choses avec. Enfin, là, on part dans n'importe quoi, mais on s'en bat les couilles parce que c'est sympa, on fait une émission tous ensemble et on s'aime et on se fait des bisous. Enfin, bon, non, mais faut pas, enfin, c'est du délire. Donc, le mec, il a une arme, il a des balles, et en plus, une balle, ça perce 6 mm d'acier à 550 mètres de distance. Alors, imagine une porte de frigo à bout portant, enfin, c'est complètement hallucinant. Merci d'avoir patienté. Nous allons vous passer votre interlocuteur. Non, c'est mon... Non, c'est un faux numéro. Mon frigo a dû passer l'appel pour moi. Oui, au revoir. Non, là, je suis trop chamboulé, là. Je peux pas répondre au téléphone. Trop de balles tue les balles. Bref, comme toujours, je suis très heureux d'avoir pu vous honorer de ma présence. Plus ou moins geek, on essaie de creuser des sujets un peu comme dans Six Feet Under et je t'ai volé ta vanne. Allez, tout de suite, on se replonge dans l'histoire de Doctor Who. Mais attention, les amis, Doctor Who, pas la version que vous voyez actuellement. Non, la version noir et blanc, 26 saisons que ça a duré avec plein de docteurs différents. On se replonge donc dans l'histoire de Doctor Who avec un spécialiste. On se retrouve juste après et on va passer Kayane au crible.
Ah les amis, rappelez-vous l'époque où pour voyager dans le temps, il vous suffisait de grimper dans une bonne vieille cabine téléphonique anglaise. Non, je ne suis pas restée trop longtemps au soleil, mais nous allons replonger ensemble dans la série Doctor Who, principalement dans sa première version en noir et blanc. Apparue le 23 novembre 1963 sur la BBC, elle relate, pour ceux qui auraient hiberné depuis, les aventures d'un extraterrestre à l'apparence humaine. Appartenant à la race des seigneurs du temps, il voyage à travers le temps et l'espace. En cas de coup dur, comme une facture de téléphone trop grande, il peut se régénérer en changeant alors d'apparence. Rencontre avec notre spécialiste du jour. Comment est née la série ? Doctor Who est vraiment arrivé de nulle part, quelque chose d'unique. C'est une série que les Anglais n'avaient jamais vraiment vue dans cet état-là. La BBC cherchait à, disons, combler un trou qu'il y avait dans la programmation vers 20h sur le samedi. Et donc il y a eu un cahier des charges qui a été écrit parce qu'il fallait à la fois garder le public jeune qui regardait les dessins animés qui étaient d'habitude mis à cet horaire-là, tout en gardant le public adulte qui regardait les programmes qu'il y avait avant et après. Parce que généralement les gens changeaient de chaîne à ce moment-là. Donc finalement c'est ce cahier des charges et cette volonté de garder les deux publics qui ont créé Doctor Who. On cite Sidney Newman comme étant le créateur de la série, mais en réalité non, c'est plus un groupe qui a formé la série plus qu'autre chose. C'est au fur et à mesure des papiers. Et même depuis les premiers concepts, le système du voyage dans le temps, de la compagne jeune, des compagnons terriens et du personnage central un peu extraterrestre, un peu scientifique ont toujours été présents. C'est vraiment des producteurs qui ont décidé de voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui pourrait marcher auprès de tel public. En fait, c'est une série très commerciale d'une certaine manière. Pourquoi le premier épisode a été un échec ? En fait, il s'est passé plusieurs choses pour que la série passe inaperçue le 23 novembre. D'abord, le Radio Times devait mettre en couverture la photo de William Hartnell. Mais à cause d'un problème de délai, le Radio Times a mis une autre photo en couverture. Donc déjà ça a empêché, disons, que les téléspectateurs d'apprendre que ça allait être diffusé, même si c'était bien marqué dans le programme. L'autre chose, c'est que le 22 novembre, John Fitzgerald Kennedy se fait assassiner devant des millions de téléspectateurs. Et au final, peu de gens ont vu la diffusion du 23 novembre. La BBC donc a continué ses diffusions le samedi, et comme elle était consciente du fait que peu de téléspectateurs avaient vu cet épisode, ils ont réussi à rediffuser le premier épisode la semaine d'après. Combien y a-t-il eu d'incarnations ? Pour la série classique, il y en a eu 8, puisqu'on considère le téléfilm de 96 comme faisant partie de la série classique. Il y a eu William Hartnell, donc, qui joue le premier Docteur de 1963 à 1966. Patrick Troughton, le second Docteur, donc le clown. John Pertwee à partir de 1970. Peter Cushing, lui, passe à peu près dans la période Troughton, mais il joue d'une certaine manière le premier Docteur. Son personnage est basé sur le premier Docteur. Ensuite, il y a eu Tom Baker, qui est le plus célèbre puisqu'il a duré 7 ans. Ensuite, il y a eu Peter Davison, qui l'a remplacé au pied levé quasiment, puisqu'il a été de 80 à 84. Puis Colin Baker de 84 à 86, qui joue donc l'un des docteurs les plus controversés au niveau de sa garde-robe. Et finalement, le 7e Docteur, qui a clôturé la série de 87 à 89, qui est joué par Sylvester McCoy, qu'on connaît maintenant pour le rôle de Radagast dans Le Seigneur des Anneaux. Pourquoi la série s'est arrêtée après 26 saisons ? La série coûtait quand même assez cher, même si elle n'avait pas des moyens de production justement extraordinaires. À chaque fois, les budgets diminuaient de saison en saison. La série avait failli s'arrêter à partir du 6e Docteur. C'était d'une certaine manière la dernière chance pour la BBC de continuer la série, parce que là, l'audience diminuait vraiment. Et donc, heureusement, on a eu un producteur qui s'appelle John Nathan Turner, qui, même s'il est très contesté parmi les fans, il y a beaucoup de gens qui le détestent pour certains de ses choix dans la série, au final, c'est lui qui a permis de garder la série jusqu'en 89. Comment se passe le comeback de la série en 2005 ? Les fans avaient continué à faire vivre la série, notamment grâce à des productions audio. La série est jamais vraiment morte pour les fans, mais pour la BBC, elle n'existait pas. Et donc Russell T Davies, lui, comme il était fan, il voulait forcément relancer la série. Et le succès a été immédiat, dès le premier épisode. Ce qui a motivé Russell T Davies pour relancer la série, c'est après avoir fait la constatation que des jeunes qui côtoyaient dans les cours de récré qu'il avait rencontrés ne savaient pas ce qu'était un Dalek. Et donc la série commençait à disparaître en fait de la culture britannique, et donc il voulait absolument relancer ça, et il a réussi. D'où vient l'idée du TARDIS ? Il fallait une machine qui puisse s'intégrer en 1963, dans un décor de 1963, mais qui soit petite pour rentrer dans le studio. Un designer est venu avec l'idée de reprendre donc une cabine téléphonique pour la police, et c'est Peter Brachacki qui a en fait fait l'extérieur du TARDIS, qui l'a conçu,
Mais Peter Brachacki n'est resté que pour le pilote. Il n'a pas continué la série, mais il est toujours crédité en fait, à partir du premier épisode. Un petit mot sur les épisodes spéciaux de Noël? Dans la nouvelle série, il y a eu des épisodes de Noël, mais dans la série classique, il y a quand même eu un épisode de Noël. C'est l'épisode 7, The Feast of Stephen. Cet épisode-là, en fait, est le seul où William Hartnell va briser le 4e mur pour le téléspectateur. Et va souhaiter littéralement Joyeux Noël aux téléspectateurs britanniques qui ont vu l'épisode. Mais cet épisode-là n'a jamais été sauvegardé, contrairement à la plupart des histoires de l'époque, ce qui fait que l'épisode 7 a toujours été considéré pour la BBC comme étant invendable. À la vue du succès actuel de la série dans le monde, on peut espérer voir débarquer de nombreux nouveaux docteurs. C'est cool, on pourra leur demander « Quoi de neuf, docteur ?» Ok, je sors. Kayane, on va parler un petit peu de toi, mais déjà j'aurais voulu savoir dans quelles circonstances ces filles vous êtes rencontrées. Ouh là là on nous avait invités dans un salon au Monaco Anime Game Show et donc on travaillait pour un stand ensemble et on nous a mis dans la même chambre et là il s'est passé plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Que tu ne sauras pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu pourris toutes mes chroniques. C'est fou parce que je viens d'avoir les chiffres d'audience, on a triplé. Hein. On est passé à 3. Ce que vous avez fait dans cette chambre. Voilà. Eh bien non. Comment tu es venu du coup aux jeux vidéo et comment à 9 ans on se retrouve comme ça à faire des championnats et des tournois? En réalité, j'ai commencé les jeux vidéo à 4 ans, donc avec les Tetris, les Zelda, etc. Et puis, à 7 ans, j'ai commencé les jeux de combat avec Tekken, Soul Calibur 1, parce que mes frères étaient champions sur Tekken. Donc voilà, le versus fighting est dans la famille en fait. C'est dans la famille, avec mes 2 frères qui m'ont initiée, qui m'ont amenée à mon premier tournoi à 9 ans. Et c'est là que je suis devenue vice-championne de France à Dead or Alive 2. Mes parents, au début, ils étaient très anxieux parce que forcément, une fille dans un milieu de garçons qui ont 2 fois à 3 fois plus mon âge, c'était délicat. Heureusement qu'il y avait mes frères pour rassurer. C'est quoi les réactions des autres joueurs quand ils te voient arriver à 10 ou 11 ans au milieu du truc et surtout quand tu leur mets des petites branlées quoi? Au début, ils y croyaient pas trop. J'étais super sous-estimée. Voilà, j'étais pas acceptée du tout. Et puis, mais il y avait de l'animosité ou c'est macho ce milieu-là? C'était très macho quand je suis arrivée. Ouais. Donc déjà, j'étais une petite fille, j'avais 10 ans, et puis je suis une fille, donc c'est les deux à la fois, tu vois, t'es un enfant, t'es une fille. Donc je m'en prenais 2 fois plus comme critique. Et du coup, en fait, en faisant des résultats, c'est comme ça que tu te fais respecter dans ce milieu. Et après, on te parle plus du sexe, de fait que t'es un enfant, on te parle juste de ton niveau. Le tournoi sur lequel t'es le plus fier d'avoir remporté le Big Trophy? Je pense que c'était à 12 ans, quand je jouais en grande finale dans un cinéma, Mégarama, je crois. J'ai gagné 1 500 €. J'avais même pas de compte en banque, donc j'ai tout donné à ma mère, du coup. Qui s'est acheté, je crois, des manteaux de vison. Comme tout bon Je ne parent. sais même pas ce qu'elle a fait de l'argent, au final. Mais j'étais très contente parce que c'était la première fois que je battais l'invincible champion du monde, Dan the Nightmare, à l'époque, qui était champion de Soul Calibur 2. Et donc voilà. Et qui avait quel âge alors là? Hein? Il avait quel âge? Il avait 7 ans de plus que moi, donc moi si j'en avais 12, il avait 19 ans. Par un enfant. Vas-y, c'est mon style qui déconne là. Si on était dans un manga, il aurait ratissé tout. Il serait parti comme ça. C'est quand même très fort. Merci. Je pense que ça mérite quelques applaudissements. On continue avec ceux qui ont encore 7 ou 8 ans dans leur tête, mais parce qu'ils ont gardé une âme d'enfant. C'est Fred et Seb qui aujourd'hui reviennent avec Rétro TV, bien sûr, sur une nouvelle émission qui a marqué leur enfance. Et on se retrouve juste après. Oh, encore un mort. On fait semblant de rien avoir vu, on continue tout droit, là. Je te connais flic, mais quand même, quoi. Ouais, bon. Putain, qu'est-ce qu'il est moche, dis donc. T'as vu sa tête? Chic, il est répugnant. On n'a pas le droit de se moquer des morts, d'habitude, mais lui, il a vraiment une tête de gargouille. Bah c'est normal, une gargouille qui est tombée, qui lui a écrasé la tête. Ah, d'accord. D'ailleurs, les gargouilles, tu connais ou pas? Oui, je connais le générique, en fait, mais j'aimais pas la série. C'était des gargouilles qui étaient en pierre le jour, et la nuit, ils sortaient de la pierre et ils devenaient des vraies gargouilles vivantes. Et ils défendent la ville de Manhattan. Leurs noms, en fait, sont tous basés sur des quartiers de New York, en fait. C'est-à-dire, il y en a un qui s'appelle Hudson, un qui s'appelle Brooklyn, enfin voilà, c'est que des quartiers de New York. Sauf le héros, qui s'appelle Goliath. C'est quoi, il protège les humains des crimes normaux ou des gens qui veulent détruire la planète? C'est un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu plein de menaces différentes, il peut y avoir des robots, enfin et voilà. Si jamais les robots ils attaquent de jour, comment ils font?
Ils sont à l'état de pierre, donc ils peuvent rien faire. C'est con. C'est ça le truc. Mais c'est tout sacrée le faiblesse. sel, exactement. Mais c'est tout le sel de la série, c'est ça qui est cool. C'est qu'ils ont cette malédiction. Mais c'est super cool, c'est super classe parce que le ton de la série est très mature, enfin assez adulte, assez dark, assez badass. Un peu dans la verve de Batman en fait, la série animée. Ça c'est une série Disney, c'était une série qui a été créée pour concurrencer la série Batman, pour cibler à peu près le même public qui regardait la série Batman. Comme la série s'est arrêtée en fait et qu'il y avait un gros fandom, les droits ont été cédés à une boîte de comics qui ont continué à faire des comics dessus. Et ça a continué pendant 10 ans après l'arrêt de la série. Donc il y a eu plein de spin-offs faits autour de ça, il y a eu des fanfictions, enfin voilà. Il y a tout un univers hyper complet sur les gargouilles. Et comment tu trouvais le temps de regarder tout ça, toi, les dessins animés, l'école, etc. Ah, parce que j'allais pas à l'école. Ah, t'as pas fait d'études? Non. C'est pour ça que t'es devenu flic? Oui. Ah, c'est pour ça, il est marqué FBI 2, là. Ça, je l'ai imprimé. D'accord. Moi aussi, je suis complètement con. On y va? Ouais. Allez. Je dois passer à la vraie. C'est vrai. J'adore cette émission. Il a été assez Pardon. Oh là là, j'allais punir Rurik parce qu'il avait été dissipé sur ta chronique et celle de Carole. Désolé. J'allais vous donner l'autorisation de le pourrir à votre tour. Autorisation retirée. Rurik, Ah mais freestyle. moi j'ai l'autorisation. C'est un film anglais. Commence de manière un petit peu naturaliste avec un couple qui a visiblement des problèmes d'argent. Le mec lui demande où sont les 40 000 $ que j'ai mis là. Il dit c'est l'argent que t'as amassé, ça fait 8 mois que tu bosses pas, on a tout claqué, ils s'engueulent, etc. Ah, j'ai vu. Ok, pardon. Tu vois ce que c'est? Ouais. Pendant au moins une demi-heure, c'est quand même des discussions entre potes, ils invitent leur ami chez eux, fais attention, tu t'engueules avec ta femme, le mec explique au fils de son ami, c'est normal que les parents s'engueulent, on n'a plus d'argent, etc. Tu te dis, mais où le film nous emmène-t-il? Et en fait, c'est ça le film, c'est où nous emmène-t-il? Quelques images déjà, je continuerai après. 1, 2, 3. Abracadabra. D'accord. Le pitch, c'est bien. Je vous l'avais dit, on ne comprendra pas grand-chose avec ces images parce que c'est un film qui se promène tout le temps, qui nous emmène d'un endroit à l'autre, jusqu'à la fin où il y a encore un angle droit et tu dis mais qu'est-ce que... Et quand tu sors du film, tu dis vraiment qu'est-ce que j'ai vu? Moi, je me suis pris une claque, vraiment une claque. Souvent, ça le fait avec le cinéma anglais qui se permet comme ça des libertés, le cinéma coréen aussi du Sud. Et du Nord aussi, c'est assez rigolo, quoique c'est moins libre pour le coup. Et alors, l'histoire, c'est ça, c'est que le mec a des problèmes d'argent. Au bout de 30-35 minutes, son pote, là, qui a un petit peu une gueule cassée, c'est pas celui qui apparaît au début, mais l'autre, lui dit, voilà, on comprend que c'est des anciens de l'armée, qui de temps en temps, ils font des missions un peu bizarres, et en gros, on comprend qu'on leur propose beaucoup d'argent pour tuer des gens. Donc, ils vont accepter, parce qu'ils l'ont déjà fait, ça, ils n'en ont rien à foutre, ils savent très bien faire ça, mais ils voulaient pas retomber dedans, bon, ils le font. Et donc, il y a comme ça une kill list, une liste de gens à tuer. Et donc, il passe d'un protagoniste à l'autre. Et on sent que déjà, celui qu'on voit au départ, qui parle à son fils, est un mec qui peut facilement péter les plombs, qui devient très violent, notamment quand il tombe face à un pédophile. Et là, il le défonce, mais c'est d'une violence insoutenable. Bon, déjà, tu dis, le film part ailleurs. Et puis tout d'un coup, il tombe face à l'un de ces pédophiles, et pendant que son pote est en train de chercher, le pédophile qui est totalement démoli, qui va bientôt mourir, le regarde et dit il sait qui vous êtes, votre copain? L'autre lui dit mais comment ça, il sait qui je suis? Il dit merci. Mais il dit pourquoi tu me dis merci? Il est avec un marteau. Il dit je suis content, je suis très fier de t'avoir rencontré. Il dit mais de quoi tu parles exactement quoi? Et là tu dis mais que ce film nous raconte-t-il? Et le film comme ça s'enfonce dans une espèce de mystère. Ils vont tuer ces 3 personnes, puis on va leur dire il y en a une nouvelle à tuer. Si vous ne le faites pas, on tuera votre famille. Et là, ils vont dans la propriété de quelqu'un, ils se rendent compte que c'est de plus en plus bizarre. Je ne peux pas vous spoiler parce qu'on s'approche de la fin. Et pour ceux qui ont vu, par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Quand tu racontes, tu as instauré une sorte de silence, une sorte de Pierre Bellemare un peu moderne. Et donc, justement Non, et c'est complètement fou. Par exemple, si vous avez vu un film qui est beaucoup moins bien, qui n'a rien à voir, mais Serbian Film, il y a un côté comme ça... plongé dans l'enfer. Particulièrement mauvais, de mauvais goût. Oui, mais dans le sens où t'es vraiment immergé dans le. Ouais, dans un truc craspec. Moi, ça me fait pas mal penser aux séries danoises et suédoises qui ont un peu cette sorte d'atmosphère-là où t'es vraiment. Un peu froide. Ouais, exactement. Ouais. Et alors, c'est très marrant parce que j'ai vu ça au générique, j'avais jamais remarqué, c'est très rare. Il y a marqué adaptation et dialogue, donc c'est Ben Whitley qui a fait le film, qui depuis a fait Touriste, que j'aime beaucoup moins, et d'autres choses après. Et
il y a marqué dialogue machin et dialogue additionnel par l'équipe. C'est-à-dire qu'il a clairement demandé à des acteurs qui sont incroyables, parce que quand tu as des scènes comme ça, où tu as quasiment que la caméra qui se bouge, pendant 10 minutes autour d'une table, t'as intérêt à ce que les mecs jouent bien. Oui, c'est du plan séquence. Et les gars, c'est du plan séquence, ou alors c'est très peu de montage, et les mecs improvisent beaucoup, donc ça fait hyper naturel. Et donc, quand ça commence à devenir très violent, fou et complètement surréaliste, bah, c'est encore plus choquant, parce que tu te dis, mais attends, j'étais avec des mecs qui pourraient être mes voisins, et où est-ce qu'on m'emmène, quoi? Je peux pas vous en dire plus, mais vous avez vu cette espèce de mec en costard avec des cheveux blancs, qui a presque albinos, là, qui a un petit sourire, c'est celui qui leur demande de tuer des gens, et ce type-là est une espèce de terreur sous-jacente, un petit peu comme David quand il dit rien, et que je comprends qu'on arrive à la fin de la chronique. Je voulais poser une petite question à Kayane, savoir si tu étais plutôt film un peu comme Rurik nous le présente souvent, un peu dans extrême, ou tu es plutôt grand public, mainstream En fait, j'aime bien les films d'horreur, comme on avait vu avec Carole Conjuring. J'aime bien la science-fiction aussi. En fait, j'aime de tout du moment que ça me parle, que ça me touche. Donc, ce genre de film mystérieux, ça peut m'intéresser, voir justement la trame qui se dégage du film et le final qui a l'air d'être magistral. Le final est fou et ça fait partie de ces films que j'aime beaucoup, mais qui peuvent déstabiliser des gens. C'est-à-dire qu'à la fin, on t'a presque rien dit. Ouais. Et c'est toi qui es obligé de revenir au début et de dire... Mais alors l'affiche même du film, le générique de début, le truc, le machin, c'était peut-être ça, peut-être. Mais tu le mettrais dans quelle catégorie ce film? On dit... Est-ce que tu le mets dans les films chelous? Chelou. Attends, il y a une catégorie chelou dans votre thriller surréaliste. Il y a par exemple chelou. cette scène qui est presque pas expliquée. Dans le film, où il y a son pote qui sort avec une meuf, on comprend que ça fait quelques mois ou quelques semaines qu'il est avec elle, il y a déjà une petite histoire, et à un moment, elle va dans la salle de bain du couple du mec qu'on voit au départ, et elle retourne le miroir et fait un espèce de signe bizarre, qui est un signe qu'on voit dès le générique de début. Elle referme le miroir, enfin elle remet et on n'en entend plus parler. Et tu sais pas pourquoi c'est là. Et la fille disparaît. J'ai envie de dire, c'est un peu comme ma carrière d'animateur. Ok. Bon allez, tu fais des trucs mais tu sais pas pourquoi t'es là. Exactement. J'ai jamais su d'ailleurs, mais les spectateurs ne savent pas pourquoi je suis là. Oui, mais ils savent pas tu pourquoi as je suis là. ton public. J'ai mon public. Je vous promets, si un jour je meurs, je vous emmène avec moi. Allez, tout de suite, on va s'intéresser à Kayane avec son actu particulièrement. Kayane? Oui. Animatrice maintenant? Oui, maintenant animatrice. Presque respectable. Est-ce que tu veux quelques Presque petits respectable. cours particuliers? Il pas prendre la place de ce mec là, ça me connaît. Comment s'est passé une rencontre Ça s'est passé tout d'un coup. L'été dernier, j'étais en vacances, tournoi aussi, et puis le directeur des programmes de Game One m'a contacté par mail en me disant que j'aimerais beaucoup travailler avec toi, mais je ne sais pas trop comment. Je les ai rencontrés une fois rentrés en France, et puis ils m'ont dit, est-ce que tu as des idées d'émissions type que tu aimerais faire? Et c'est là que forcément j'ai parlé d'e-sport, donc le sport électronique, ma passion, les tournois, les joueurs, etc. pour avoir une rubrique centrée sur eux, sur cette passion qui m'anime depuis mes 10 ans. Et 9 ans. Ah, tu écoutes. Je peux poser une question? Mais vas-y. Je peux poser une question, chef? Il mérite une récompense. Vas-y, parler arrête de draguer ma l'e-sport. En fait, toi, tu nous dis que tu es championne de versus fighting. Oui. Et l'e-sport, ça représente aussi beaucoup d'autres types de jeux. Ouais. Et tu te sentais, toi, justement, de parler de real-time stratégie, de Counter-Strike et de trucs comme ça, qui sont considérés comme e-sport aussi? Bah, du coup, oui, comme je joue particulièrement aux jeux de combat, mais pas trop les League of Legends, StarCraft, Call of Duty et autres, justement, je pense qu'on pouvait inviter des invités pour débattre entre eux. Ouais. Et justement, moi, j'essaye d'élargir le sujet. Ouais. Comme ça, eux, ils peuvent en discuter, essayer quand même d'expliquer les termes très techniques, parce que le public de Game One est plutôt grand public. Ouais. Donc voilà, même si moi, j'y connaissais pas grand-chose à ces autres jeux, au moins, ça me permettait de me mettre à la place du public de Game One. D'accord. Bien ça. Voilà. Aujourd'hui, tu te projettes dans quoi? Dans un an, 2 ans, 5 ans? Ça va être de la compétition encore? Ça va être plus de l'animation? T'as des idées pour plus tard, peut-être en travaillant avec des éditeurs de jeux? Alors, ça va être encore beaucoup de compétition, parce que j'ai des partenariats sponsors à venir. Mais est-ce que c'est une vraie arme quand tu joues?
À un moment d'avoir une petite touche de séduction, est-ce que ça peut déstabiliser par exemple un rubrique? Ah, la tête qu'elle a fait. Je sais pas. Peut-être pas, je vais rajouter du gloss. Non, mais ce qui est marrant, c'est que quand elle joue, elle est hyper détendue, puis elle a son petit kimono, elle est toute mignonne, toute élégante, et puis les mecs, ils arrivent un peu comme ça, comme des cow-boys, et puis hop, elle leur fout une raclée, puis elle a fait un petit sourire. Et c'est super, c'est tout en élégance. Je pense que c'est peut-être perturbant pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude et qui sous-estiment les femmes en se disant mais je suis meilleure qu'elle, etc. Elle les connaît forcément moins que moi. Et je pense qu'ils ont quand même tendance à se faire bien ridiculiser et donc d'être très perturbés après en se disant ah ouais, on peut être une fille, savoir bien jouer et en plus prendre soin d'elle. Je vais devenir une fille alors. Ça m'a fait. C'est bon Non, mais pas moi. Juste avant de finir et d'enchaîner avec la shopping list, la part de joueuses maintenant dans le e-sport? Ça dépend du type de jeu en réalité, mais il y a quand même pas mal de filles dans des jeux comme League of Legends. Je vois même sur Call of Duty, il commence à y avoir beaucoup de joueuses. Même Carole, elle joue. Même Counter-Strike, il y a des tournois exclusivement féminins. Starcraft, ça commence aussi. Les jeux de combat, ça commence aussi à avoir plein de filles. Et il y avait le tournoi féminin que j'avais gagné à Las Vegas en 2010. Il y avait 64 participantes. De ma vie, j'ai jamais vu 64 joueuses de Street Fighter. Donc, comme quoi, en fait, les tournois exclusivement féminins, ça intéresse les femmes. Elles se disent, bon, bah, je vais pas rencontrer les machos que j'imagine en tournoi et avoir une ambiance plutôt sympathique. Est-ce que tu crois que c'est crédible à un moment d'imaginer peut-être, je sais pas, comme on peut avoir des retransmissions de matchs de foot, des retransmissions de e-sport, mais sur une télé un peu plus traditionnelle? Carrément crédible. Je parle pas d'une chaîne un peu ciblée, hein, je parle vraiment sur... Une chaîne nationale, tu veux dire? Bah, ça se fait déjà en Corée et ça cartonne. Les résultats de viewers dans les streamings de compètes comme League of Legends, ça réunit des millions en direct. En Corée, c'est des rockstars. En Corée, c'est des rockstars, les mecs. Mais c'est des stars. Là, c'est des rockstars, quoi. C'est des malades. À pied, quoi. Ouais. Un truc de... c'est vrai. En France, en France, c'est compliqué. Tu remplaces Téléfoot par du e-sport. D'un moment, il y en a qui vont faire. J'ai envie de rester sur Téléfoot. Voilà mes références. On a réussi à placer Téléfoot dans Plus ou moins Geek. Et ça, c'est quand même joli. Ah ouais, des fois, comme ça, je chope, tu vois, un truc qui... dans l'air. Pas de foot dans la shopping list, mais un peu de moi. Disons qu'on me demandait d'écrire mes mémoires, et notamment sur l'émission Plus ou moins Geek. Quoi qu'attends, parce que quand je parle en voix off, il faudrait peut-être que je fasse un peu plus intello. Ah ouais, là ça le fait. Faudrait peut-être que je suce... attendez. Faudrait peut-être que je suce aussi la branche de mes lunettes. Je me souviens de la shopping list. Une idée inspirée de Baptiste, très simple, vous prenez une cravate, vous prenez du papier, vous savez le papier sur lequel on passe un fer à repasser pour coller le dessin dessus, vous imprimez tous les motifs que vous voulez, hop, un petit coup de fer et vous avez votre cravate personnalisée ou votre t-shirt d'ailleurs. Zombie chez Soleil Anticipation et non pas Soleil Document d'archives qui sinon voudrait dire qu'on est tous dans le caca. Ce tome 3 s'appelle Précis de décomposition et narre les aventures d'un petit groupe de survivants qui s'est réfugié sur une île isolée alors que les États-Unis sont envahis de zombies. Oh, ça me rappelle Walking Dead. Alors effectivement, c'est pas très original, c'est plutôt bien réussi. Allez, ça passe. New Moscow chez Glénat, c'est le tome 2. Alors là-dedans, vous avez de l'Uchronie. L'Uchronie, c'est bien. Dedans, vous avez des mafieux. Les mafieux, c'est bien. Et dedans, il y a de la fusion noire. La fusion noire, c'est bien. Mais alors, par contre, il y a un problème. C'est les dessins. Alors, comment vous dire? Les dessins, j'accroche pas du tout. Il faut savoir rester calme dans la vie. La quête des Weyland, c'est chez Glénat et c'est le tome 1 qui s'intitule « D'un monde à l'autre ». Oh, comme c'est beau! Et c'est surtout tiré d'un roman éponyme, c'est-à-dire du même nom. Ça se passe à Gwendaleir, voilà, ça aurait pu se passer à Tourcoing, ça m'aurait facilité la vie. En tout cas, les traits sont très enfantins, la couleur très pastel, donc si tu es une fille de 13 ans ou moins, ça ne va pas perturber ton développement psychologique. À l'origine des contes, c'est chez Glénat. Voilà un pitch comme je les kiffe sa race. Toutes les histoires ont une origine, les contes aussi. Laissez-moi vous raconter celle de Pinocchio avant le « Il était une fois ». Ça claque quand même. Vous trouvez aussi dans la collection une variante avec Barbe Bleue et surtout mon petit coup de cœur, mon préféré, une version de Blanche-Neige avec une Blanche-Neige ultra iconique avec une hache en sang. La Belle et la Bête, les coulisses du tournage, un excellent ouvrage sorti chez Hors Collection, un éditeur dont j'apprécie particulièrement la prise de risque. Alors bien évidemment, on surfe un petit peu sur La Belle et la Bête version Christophe Gans ou Christophe Jans parce qu'on sait jamais comment ça se prononce.
En tout cas, une chose est sûre, c'est de la balle, c'est de la bombe, et Jean Marais n'est pas seulement rentré dans le rôle, il est aussi rentré dans Jean Cocteau, mais ça, on le voit pas dans le bouquin. Ouh, toi tu connais quelqu'un qui aime les petits trucs qui gigotent, le coquin, alors offre-lui le cadeau idéal. Les trésors de Bruce Lee. À l'intérieur, 5 posters, 15 facsimilés de documents inédits fournis par la famille de Bruce Lee pour tout connaître du petit dragon. Et il y a juste un petit reproche que je pourrais faire, c'est qu'au dos du coffret, on voit des petites figurines, des petites statues qui sont très mignonnes et que vous ne retrouverez jamais dans ce coffret. Je me rappelle que je finissais en parlant de cet iPhone version luxe en or pur 24 carats et serti de diamants, au prix de 7 679 €. Par contre, j'aurais peut-être pas dû attendre d'avoir Alzheimer pour écrire mes mémoires. Applaudissez car votre calvaire devant votre télévision est presque fini. Et oui, vous avez tenu 1 heure, vous en pouvez plus, vous allez faire pipi, c'est bientôt le cas. Kayane, avant que tu... Oui, j'ai le droit de... Il y en a peut-être qui prennent leur petite bouteille, tu vois, pour pouvoir mater tranquille. Ils prennent leur télé. Il y en a qui vont faire pipi directement sur leur canapé en nous regardant. Mais ça, c'est une autre histoire. Kayane, tu as encore quelques instants pour réfléchir. À qui tu vas donner ton petit vote? Celui qui t'a le plus convaincu, mais on va commencer par Carole. Entre Joe et Rurik. Il faut donc que je choisisse entre Oui, mes et de deux amis. manière- Est-ce que je peux pas donner ma voix à Kayane? Et de manière assez courte. Franchement, Si est-ce tu que je peux le donner. Je C'est, peux, parce que voilà, je voulais mettre en lumière le fait que Kayane, c'est une jeune fille qui joue depuis sa plus tendre enfance, qui réussit à évoluer dans un milieu d'hommes. C'est pas toujours facile, étant une nana qui bosse dans le jeu vidéo. Je sais que c'est pas facile de Même subir, dans ce plateau, on ne facilite pas quand même souvent la tâche. Exactement, donc je On est des tenais sales gosses. vraiment à te féliciter, à te dire de continuer. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Et puis voilà, t'es mon coup de cœur, quoi. Permettez-moi de faire un papillon volant. Moi, je te donnerais Papillon limite pas volant. mon point pour ta chronique, mais pour ça, pour ce que tu viens de dire. Rurik. Ça me fait Chirax. Ça me fait Chirax. Chirax. Rurik. De manière courte et brève. J'ai écouté personne, c'est génial. Super. Tu m'as même pas écouté, moi. Non, mais je vais pas le donner à l'invité parce que c'est pas la règle du jeu, mais j'avoue que Six Feet Under est une série, comme beaucoup de séries à côté de laquelle je suis passé totalement. Et ça m'intéresse beaucoup. J'avoue que le manga a l'air génial. Mais si tu m'en veux pas, je vais prendre la série 1. Gros fan de manga quand même. Joe. Oui. Moi, je vais pas donner mon point à Rurik, pas parce que j'ai pas trouvé sa chronique bien. Au contraire, j'étais plutôt suspendu à ses lèvres parce que c'était très. Non, mais c'est un bon film, mais là, tu l'as grave bien vendu. Je vais te montrer ce que je fais avec toi. Mais du coup, je vais donner mon point à Carole puisque je vais privilégier un truc que je connais pas, à savoir H3 School. Je vous promets pas que je vais vous faire une chronique dessus dans 3 semaines, On met pas de le lire. je vous promets pas, mais bon, voilà. Kayane, le moment est venu. On va voir si tu es intègre ou alors si tu es facilement corruptible. Non, je vais vous surprendre. Ce sera pas toi, ma chérie. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais non. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas grave avant que je dise ma réponse. La roue tourne, Carole, quand même. La roue tourne. La retourne à la tournée. Oui. J'ai été complètement fascinée par le trou entre tes dents. Ah oui. Donc, Alors là. On m'a déjà fait la remarque dans Et tu l'émission. n'as pas tout vu. Dans l'émission avec Céline Tran, on m'avait dit que j'avais rougi. On m'a dit c'est la première fois que tu rougis quand il y a une fille en plateau. Je tiens à dire que c'est la même chose pour toi cette fois-ci. Kayane, monsieur le coquin. C'est vrai. oh, ça rougit. Donc petit point Je pour ne le Kilis. reboucherai pas pour la peine. Parce que je pense qu'il mérite du respect parce que là, j'ai pu vous voir et tout, à faire du boucan pour rien. Et lui, il a réussi à fasciner et à rendre, c'est fou. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est bien dit? Vous savez il a quoi réussi à fasciner la salle. Il y a eu un silence C'est radio vrai. de la part C'est du vrai. public, de C'est vous, de moi. Et bravo pour ça. Moi, je vais regarder ce film. Comme d'habitude dans la vie, c'est ceux qui travaillent le moins qui récupèrent tous les éloges. Allez, Kayane, un grand merci d'être venu passer cette heure avec nous. Chez vous, je vous rappelle que vous pouvez poursuivre l'aventure. Je veux bien quelques applaudissements. Vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter. N'hésitez pas à vous inscrire à nos différentes pages. Continuez, ça faiblit. Participez, commentez avec le hashtag plus ou moins geek. Parlez-en partout autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et à mon geek, elle sera toujours.